Salut à tous, bienvenue sur French Podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans le vif du sujet. Comment parler français comme un natif? Charline, tu te souviens, on a déjà parlé de l'importance de l'immersion dans les épisodes précédents, mais là, on va vraiment creuser. Oui, et franchement, l'immersion c'est la clé. Quand tu t'entoures de français, que ce soit à travers des podcasts, des films ou même des chansons, tu commences à capter les petits trucs, les intonations, les expressions. Emmanuel, tu avais une anecdote avec les choristes, non? Ah oui, alors, je vais pas mentir, j'ai regardé les choristes en boucle à une époque. Je comprenais pas tout au début, mais à force, j'ai commencé à reconnaître les mots, les accents, même les blagues. C'est là que j'ai vraiment senti que mon oreille s'habituait au français parlé. Pas juste celui d'Emmanuel. C'est exactement ça. Plus on s'expose à du contenu authentique, plus on progresse naturellement. Et puis c'est quand même plus sympa d'apprendre avec un bon film ou une chanson qu'avec une liste de vocabulaire, non? Mais l'immersion c'est pas que passif. Il faut aussi parler, échanger avec des natifs. C'est là que la magie opère, même si ça fait peur au début. Ouais, la peur de parler, c'est le grand classique. Mais honnêtement, c'est en se lançant qu'on apprend le plus. Il y a plein d'applis maintenant, des groupes locaux, des tandems linguistiques. Faut juste oser. Et puis on fait tous des erreurs. Mais tu sais, ce sont souvent ces erreurs qui nous marquent le plus et qui nous font progresser. Tu te rappelles, dans l'épisode sur les erreurs à éviter, on disait que c'est en se trompant qu'on retient vraiment? Exactement. Et puis, les natifs sont souvent bienveillants. Ils aiment qu'on fasse l'effort de parler leur langue. Faut pas hésiter à demander des conseils ou à rigoler de ses propres bourdes. Un autre truc qui change tout, c'est de commencer à penser en français. Ça paraît bizarre au début, mais ça vient petit à petit. Oui, et la répétition, l'imitation, c'est super efficace. Moi, la première fois que j'ai pensé spontanément en français, c'était à Lyon. J'étais dans le métro et je me suis surprise à faire ma liste de courses dans ma tête, en français. C'est là que j'ai compris que j'avais franchi un cap. C'est génial ça. Pour ceux qui nous écoutent, essayez de faire des petites choses du quotidien en français. Écrire un journal, faire vos listes, parler tout seul. Ça aide vraiment à gagner en fluidité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils numériques pour progresser. Les applis de reconnaissance vocale, par exemple, c'est top pour la prononciation. Oui, et les plateformes de correction linguistique, ça permet d'avoir des retours précis sur ses écrits. On peut aussi se créer un calendrier d'apprentissage avec des rappels quotidiens, histoire de garder le rythme. C'est vrai, la régularité, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Même 10 minutes par jour, ça compte. Mais apprendre le français, c'est aussi vivre la culture. Participer à des événements, des ateliers de cuisine, des clubs de lecture, même en ligne, il y a plein d'options. Et suivre des médias français modernes, des blogs, des vlogs, ça permet de rester à la page sur le langage courant et les tendances. Pourquoi pas créer son propre contenu aussi? Un petit article, une vidéo, un podcast, c'est super pour pratiquer de façon créative. Oui, et ça donne confiance. On se rend compte qu'on peut vraiment s'exprimer, même si c'est pas parfait. Pour progresser, il faut intégrer le français dans sa routine. Par exemple, regarder un épisode de série chaque soir ou lire un article avant de dormir. Les rappels, c'est pas mal aussi. Un petit post-it sur le frigo, une alarme sur le téléphone, et puis tenir un carnet de progrès, ça motive. On note les nouvelles expressions, on se fixe des objectifs hebdomadaires. Oui, et ça permet de voir le chemin parcouru, même quand on a l'impression de stagner. Faut pas négliger l'écrit et l'oral. Tenir un journal en français, participer à des forums, ça aide à structurer sa pensée. Et s'enregistrer, c'est super utile. On peut comparer sa prononciation à celle des natifs, voir ses progrès. Les ateliers ou groupes de conversation, c'est aussi un bon moyen de recevoir des retours constructifs. Oui, et ça booste la confiance, surtout quand on voit qu'on arrive à se faire comprendre. La mémoire, c'est un muscle. Les techniques de révision espacée, avec des applis ou des calendriers, ça marche vraiment pour retenir sur le long terme. Les fiches de vocabulaire, les cartes mémoire, c'est pas ringard du tout. Et intégrer des sessions de révision régulières, ça évite d'oublier ce qu'on a appris. Oui, c'est comme ça qu'on consolide ses acquis et qu'on progresse sans s'en rendre compte. Pour la grammaire et le vocabulaire, les supports visuels comme les cartes mentales ou les infographies, c'est super efficace. Et puis se faire un petit quiz chaque semaine ou jouer à des jeux éducatifs, ça rend la révision plus fun. Les mini-projets, comme écrire un article ou enregistrer une vidéo, ça permet d'appliquer ce qu'on apprend dans des situations concrètes. Oui, c'est là qu'on voit si on maîtrise vraiment les règles et les mots nouveaux. La prononciation, c'est souvent ce qui fait la différence. Écouter des podcasts ou des vidéos de natifs de différentes régions,
Ça aide à s'habituer aux accents. Faire des exercices de diction, s'enregistrer, comparer avec les natifs, et pourquoi pas participer à des ateliers de phonétique. Les retours personnalisés, c'est précieux pour progresser. Oui, et ça permet de corriger les petits défauts avant qu'ils ne s'installent. S'immerger dans la culture, c'est aussi découvrir le vocabulaire dans son contexte. Les échanges linguistiques, les médias variés, ça ouvre l'esprit. Et rédiger des contenus, comme des blogs ou des vidéos, ça oblige à chercher les bons mots, à s'exprimer de façon authentique. On apprend beaucoup en partageant avec les autres. Oui, et on se sent vraiment partie prenante de la langue et de la culture. L'apprentissage, ça peut être fun. Les jeux linguistiques, les quiz, ça motive et ça consolide le vocabulaire et la grammaire. Les défis, comme écrire chaque jour ou tenir une conversation sur un thème précis, ça stimule la progression. Les roleplays, c'est top pour s'entraîner à des situations réelles. Oui, et ça permet de sortir de sa zone de confort tout en s'amusant. Pour l'écoute, il faut s'entraîner activement. 15 minutes par jour à écouter un podcast ou une émission en essayant de comprendre le contexte, ça fait une vraie différence. Transcrire des extraits audio, c'est un super exercice aussi. On compare ensuite avec la transcription originale et on voit où on a pêché. Les plateformes interactives avec des quiz d'écoute, c'est parfait pour progresser à son rythme. Oui, et ça permet de s'habituer à différents accents et vitesses de parole. Pour parler comme un natif, il faut maîtriser les expressions idiomatiques et savoir utiliser le vocabulaire dans le bon contexte. Les jeux de rôle, les discussions à thème, c'est idéal pour ça. Créer des flashcards avec des exemples, pratiquer dans la vie de tous les jours, et puis discuter avec des natifs sur des sujets précis comme au resto ou en voyage, ça aide à comprendre les nuances. Oui, c'est là qu'on se rend compte que la langue, c'est vivant, ça évolue tout le temps. Pour affiner la prononciation, rien de mieux que de s'enregistrer régulièrement et de comparer avec des natifs. Les applis et ressources en ligne sont super pour ça. Travailler les sons difficiles, demander des retours à des natifs ou à des coachs, c'est essentiel. Et écouter des accents régionaux, ça ouvre l'oreille à la diversité du français. Oui, ça évite de rester bloqué sur un seul accent et ça rend la compréhension plus facile partout. Quand on veut aller plus loin, raconter des histoires en français, lire des textes complexes, ça fait vraiment progresser. Les débats ou groupes de discussion en ligne, c'est top pour apprendre à argumenter et à nuancer ses propos. Oui, et lire de la littérature, des articles, ça enrichit le vocabulaire et la compréhension. C'est un vrai défi, mais ça vaut le coup. Et puis, on se sent fier quand on arrive à suivre une discussion complexe ou à exprimer une opinion subtile. On revient sur la prononciation, mais c'est vraiment crucial. Les vidéos et enregistrements de natifs de différentes régions, c'est une mine d'or. Faire des exercices de diction tous les jours, s'enregistrer, comparer, corriger, et les ateliers de phonétique, c'est l'idéal pour avoir des retours personnalisés et progresser rapidement. Oui, c'est comme ça qu'on affine son accent et qu'on se rapproche du niveau natif. La créativité, c'est un super moteur d'apprentissage. Écrire des poèmes, des histoires, des chansons, ça permet de jouer avec la langue. Participer à des ateliers artistiques, comme le théâtre ou la peinture en français, c'est une expérience immersive. Et lancer un projet perso, comme un vlog ou un podcast, ça motive à progresser et à partager ses avancées. Oui, et ça donne du sens à l'apprentissage, on voit tout de suite l'utilité de ce qu'on apprend. Pour être à l'aise à l'oral, il faut pratiquer la conversation spontanée. Les simulations, les discussions improvisées, c'est parfait pour ça. S'enregistrer pendant ces discussions, ça permet d'analyser ses points forts et ceux à améliorer. Les ateliers thématiques, c'est aussi un bon moyen d'élargir son vocabulaire selon les contextes. Oui, et on gagne en réactivité, en fluidité, c'est vraiment gratifiant. Et pour finir, il faut de la résilience. Se fixer des objectifs à court, moyen et long terme, ça aide à garder la motivation. Les erreurs, c'est normal. Faut les voir comme des opportunités d'apprendre. Et surtout, célébrer chaque petite victoire, ça donne envie de continuer. Exactement. L'apprentissage, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, prenez le temps, amusez-vous et surtout, ne lâchez rien. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que ces conseils vous aideront à parler français comme un natif. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Charline, à bientôt. À bientôt Emmanuel et à tous nos auditeurs, bon courage et amusez-vous avec le français. Salut! Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Vraiment, c'est la clé pour parler français comme un natif, l'immersion totale. Je sais, on en a déjà parlé un peu dans French Podcast, mais là, on va rentrer dans le concret. Genre, tu veux progresser vite? Faut t'immerger, c'est tout. Tu mets des podcasts natifs dans tes oreilles, tu regardes des séries françaises,
Même si tu piges pas tout au début, c'est pas grave. Tu laisses couler, tu t'imprègnes, tu vois? Ouais, et franchement, imiter les accents, les intonations, c'est super important. Moi, je me souviens, quand j'ai voulu apprendre l'espagnol, j'étais en Espagne et j'écoutais la radio locale non-stop. Mais vraiment, du matin au soir, même sous la douche. Au début, je comprenais je comprenais rien, rien. Mais à force, il y a des mots, nécran, des expressions qui restaient. Et puis, tu commences à capter le rythme, la musique de la langue. C'est pareil pour le français, faut s'immerger à fond. Mais oui, c'est ça. Et tu sais, même si tu comprends pas tout, ton cerveau il bosse en arrière-plan. Genre, tu captes des petits trucs, des sons, des façons de parler, et puis tu peux t'amuser à répéter, à imiter ce que t'entends, même les pubs à la télé, les jingles, tout. Exactement. Et c'est là que tu commences à penser en français, sans même t'en rendre compte. C'est comme on disait dans l'épisode sur l'immersion, plus tu t'exposes, plus ça devient naturel. Et, tu vois, c'est pas juste écouter, c'est vivre la langue, quoi. Attends, Emmanuel, laisse-moi faire un truc. Prends un accent parisien. Oh là là, mais c'est incroyable, tu vois, genre, c'est trop stylé. Bon, ok, c'est un peu cliché, mais tu vois l'idée? Imiter les natifs, c'est pas juste pour rigoler, c'est vraiment utile. Même les faux départs, les hésitations, tout ça, ça fait partie du français naturel. Ouais, carrément. Et puis, les expressions courantes, genre ça roule, bof, ou les petits mots comme bah, c'est ce qui rend la conversation vivante. Les natifs, ils parlent pas comme dans les livres, hein? Ils coupent leurs phrases, ils se reprennent, ils hésitent. Mais oui, et tu sais quoi? J'ai un petit extrait audio d'une vraie conversation entre deux potes français. Écoute bien, il y a des pauses, des répétitions, des imite. Bah, tu viens ce soir? Je sais pas, peut-être, on verra. Ouais, ok, ça roule. Tu vois, c'est pas du tout parfait, mais c'est ça qui est authentique. Et c'est comme ça qu'on progresse, en s'autorisant à parler comme ça, à imiter, à tester des expressions. Même si tu te trompes, c'est pas grave, c'est comme ça que tu deviens plus fluide. On l'a déjà dit dans l'épisode sur les erreurs, faut pas avoir peur de se lancer, même si c'est pas parfait. Tu sais, pour rendre une conversation vraiment naturelle, faut pas hésiter à reproduire les interruptions, les apartés, les petites corrections spontanées. C'est ça qui fait que ça sonne vrai, tu vois? Genre, si tu parles tout droit, sans pause, c'est bizarre, non? Allez, on fait un petit jeu de rôle, genre on simule un dialogue avec des interruptions et tout? Vas-y, je commence. Charline, tu voulais dire quoi déjà sur l'immersion? Ah oui, alors en fait ce que je voulais dire c'est que... Attends, j'ai perdu le fil. Ah oui, que l'immersion, c'est pas juste écouter, c'est aussi... pratiquer, tu vois? Ouais, voilà. Et puis, tu vois, parfois tu te corriges en plein milieu, genre « Ah non, attends, c'est pas ça que je voulais dire ». C'est super naturel, et c'est comme ça que les natifs parlent entre eux. D'ailleurs, Emmanuel, tu te souviens de ta première conversation 100% en français avec un natif? Oula, ouais, c'était... je crois que c'était à la fac, avec un pote français. J'étais super stressé, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai confondu des mots, j'ai bégayé. Mais, tu sais quoi? C'est justement ces erreurs-là qui m'ont aidé à progresser. Parce qu'après, je me suis dit, ok, la prochaine fois, je ferai mieux. Et petit à petit, c'est devenu plus fluide, plus naturel. Faut juste oser, en fait. Exactement, faut oser, faut s'amuser, et surtout, faut pas se prendre la tête. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on reviendra avec d'autres astuces dans le prochain épisode. Hein, Emmanuel? Ouais, carrément. J'ai déjà plein d'idées pour la suite. Merci à tous d'avoir écouté French Podcast et à très vite. Merci Emmanuel, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui fascine pas mal d'apprenants du français. Comment parler plus vite? Comment se rapprocher de cette fluidité? De cette fluidité des natifs. On a une source qui s'appelle justement « Méthode des natifs pour parler français plus vite ». Alors, l'idée, c'est de voir ensemble ce que cette méthode cache vraiment. On sait tous que les francophones natifs parlent souvent vite. Ils enchaînent, ils font des liaisons, des élusions, des réductions. C'est un rythme qui peut être un peu déconcertant au début, non? Ah oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est vraiment ce mot
méthode, comme si ce n'était pas juste une façon de parler un peu au hasard, mais quelque chose de structuré. On pense tout de suite, bien sûr, aux contractions type je suis qui devient je suis ou tu as, t'as. Ouais, ça on connaît. Mais voilà, la source suggère que ça va plus loin que ces exemples évidents. Justement, c'est ça qui m'intrigue. La source, elle dit que ce n'est pas juste une collection d'exceptions. C'est ça. Elle parle de schémas, de raccourcis quasi systématiques. Exactement. C'est présenté comme des mécanismes linguistiques bien rodés. Par exemple, elle insiste beaucoup sur ce qu'elle appelle les réductions syllabiques. Les réductions syllabiques, c'est-à-dire Le fameux E muet qui disparaît très souvent. On dit rarement petit garçon, mais plutôt petit gars. Ou samedi devient semedi. C'est très courant. Il y a aussi la simplification de groupes de consonnes, et puis bien sûr la disparition quasi totale du ne dans la négation à l'oral. Je sais pas, il veut pas. Oui, ça c'est clair, on l'entend partout. Mais est-ce que la source explique pourquoi on fait ça alors? C'est juste pour aller plus vite, pour économiser sa salive? Alors, il y a un peu de ça, oui, l'économie d'effort. C'est plus simple de dire je sais pas, que je ne sais pas, c'est sûr, mais la source met surtout l'accent sur le rythme, sur la musicalité de la langue. Ces réductions, elles aident à créer ce flux, cette espèce de musique propre au français parlé. C'est comme un chemin qu'on prend tout le temps, il devient plus direct, plus naturel, quoi. Cette idée de musicalité, de rythme, c'est intéressant. Comment elle développe ça concrètement? J'imagine qu'elle ne dit pas juste « attraper le rythme ». Non, elle essaye de décortiquer un peu. Elle parle par exemple de l'importance du groupe rythmique. Groupe rythmique. Oui. En gros, les petits mots grammaticaux, les articles, les prépositions, les pronoms, ils perdent leur indépendance. Ils s'accrochent au mot important qui suit. On ne dit pas je vais à la bibliothèque, mais plutôt deux blocs. Je vais à la bibliothèque. Ça forme des unités de son et de son. Et puis il y a l'accent tonique qui marque la fin du groupe et donne cette impulsion. D'accord, je vois. C'est donc moins mot par mot et plus par bloc de son. Par patterns en quelque sorte. Et comment on fait pour intégrer ça? Juste écouter, écouter, écouter? L'écoute, c'est la base, bien sûr. Mais la source propose des choses plus actives. Le shadowing, par exemple. Le shadowing. Oui, écouter une phrase ou deux d'un natif et essayer de répéter immédiatement après, en copiant vraiment tout. Le débit, le rythme, l'intonation, pas juste les mots. Ou alors, analyser un enregistrement, repérer activement où sont les liaisons, les réductions, les noter peut-être pour mieux voir où ça se tasse. C'est très concret comme approche, oui. Mais est-ce que la source parle des risques? J'imagine que si on se met à parler comme ça, très contracté, sans vraiment maîtriser, ça peut sonner bizarre, non? Ou même ne pas être compris. Ah mais tout à fait, et c'est un point crucial que la source aborde. Elle met vraiment en garde contre le fait d'appliquer ça n'importe comment. L'objectif, c'est pas de parler relâché tout le temps. C'est de comprendre ces mécanismes pour, d'une part, mieux suivre les natifs, et d'autre part, pouvoir éventuellement les utiliser soi-même pour plus de naturel, mais dans les bons contextes, plutôt informels. Il faut bien distinguer les registres. Le but, c'est l'efficacité et le naturel, oui, mais jamais au détriment de la clarté. Faut rester compréhensible. Bien compris. Donc si on essaye de résumer l'idée principale de cette méthode des natifs, l'essentiel c'est que, pour parler français plus vite, plus naturellement, le vocabulaire et la grammaire ne suffisent pas. Il faut intégrer consciemment ces aspects phonétiques, les réductions, les liaisons, ce rythme groupé. Exactement, c'est vraiment ça, s'internaliser la mécanique de l'oral telle qu'elle est pratiquée au quotidien par les locuteurs natifs. Et ça nous amène à une réflexion intéressante que la source soulève d'ailleurs. Lesquels? Justement, à quel moment est-ce qu'on dépasse la limite si on adopte trop systématiquement ces formes très marquées, surtout celles du langage familier? Où est la frontière entre parler de manière fluide et naturelle et parler d'une façon qui pourrait sembler négligée ou même être difficile à comprendre, que ce soit pour d'autres apprenants ou même pour des natifs dans une situation un peu plus formelle? C'est toute cette question de savoir adapter son discours, d'avoir conscience du contexte, quoi.